Bonjour, je m'appelle André Chantelaire et je vais vous parler de cryptanalyse quantique. Mais avant ça, commençons par ce trousseau de clés. Il est très pratique parce qu'il permet d'assurer la sécurité de cette pièce à l'aide d'une serrure qui se trouve là-bas. J'ai ici une autre clé qui est un peu différente. Elle ouvre aussi une porte, mais elle n'utilise pas une serrure mécanique, mais une serrure électronique. Ce qui veut dire que derrière cette clé, il y a des mécanismes cryptographiques qui doivent permettre d'obtenir les mêmes garanties de sécurité que la serrure mécanique. En particulier, personne ne doit pouvoir ouvrir la porte sans disposer de la clé. La cryptographie est aujourd'hui omniprésente dans nos outils de communication. Elle repose sur des briques de base, qu'on appelle des primitives. Par exemple, le standard de chiffrement à bloc AES-128, qui utilise une clé secrète pour chiffrer un minuscule bloc de 16 octets. C'est une de ces primitives. Si on ne connaît pas la clé, il doit être impossible de déchiffrer. On va ensuite utiliser et combiner ces primitives dans des protocoles qui offrent de hautes fonctionnalités, par exemple le protocole TLS, pour communiquer sur Internet de manière sécurisée. Ces primitives qu'on utilise aujourd'hui sont très efficaces, mais elles offrent une sécurité qui est purement calculatoire. L'adversaire qui nous écoute a toujours un moyen de décrypter nos communications. Il peut, par exemple, laisser toutes les clés possibles. Si vous aviez un cadenas à 3 chiffres, il y a 1000 combinaisons possibles. En étant motivé, on peut le faire à la main. Avec AES-128, même en étant motivé, c'est difficile. Ça demanderait un super ordinateur qui engloutirait peut-être toute l'énergie consommée par l'humanité pendant les 50 dernières années. Donc infaisable en pratique. Mais est-ce que l'adversaire est vraiment obligé d'essayer toutes les clés possibles? C'est une très bonne question, et c'est une question à laquelle doit répondre le cryptanalyste. Le seul moyen de s'assurer que les primitives sont sûres, qu'elles offrent la sécurité voulue, c'est d'essayer de trouver des attaques, et paradoxalement de ne pas en trouver. C'est en faisant ce travail de manière publique, transparente et continue qu'on va acquérir une certaine confiance dans les primitives. En 1994, le monde de la cryptanalyse a connu une petite révolution lorsque Peter Shor a montré qu'avec un ordinateur quantique fonctionnel, on pouvait casser un certain nombre de cryptosystèmes qui sont utilisés aujourd'hui. Ce sont des cryptosystèmes à clé publique qui sont essentiels à l'établissement de secrets partagés dans des protocoles comme TLS. En effet, comme je viens de le dire, la sécurité est calculatoire. Et donc, implicitement, elle dépend du modèle de calcul qu'on considère. Jusqu'à présent, on considérait des ordinateurs qu'on connaît, mais avec le calcul quantique, les capacités de l'adversaire en cryptanalyse augmentent. Aujourd'hui, il n'existe pas d'ordinateur quantique assez puissant pour être utilisé en cryptanalyse. Mais ils font des progrès constants, et on sait que modifier les standards prend énormément de temps, et que certaines données ont vocation à être protégées à très long terme. Par exemple, je pense que cette clé sera toujours la même dans 10 ans. C'est pourquoi la communauté travaille depuis des années à l'établissement de nouveaux standards de cryptographie, dites post-quantiques, résistantes à l'attaquant quantique. Dans ma thèse, qui était dirigée par Maana Plasencia et co-encadrée par André Chalut, je me suis mis dans la peau d'un attaquant quantique et tourné vers la cryptographie à clé secrète. Il est communément admis qu'elle se défend assez bien contre l'attaquant quantique, mais communément admis des bases d'une protection satisfaisante. Et j'ai donc cherché à compléter la boîte à outils de cet attaquant à l'aide de nouveaux algorithmes de cryptanalyse. En premier lieu, j'ai travaillé sur les problèmes de collision, qui sont très courants en cryptographie. On peut partir des problèmes suivants. On a une liste d'entiers relatifs, et on veut trouver deux entiers dont la somme fait 0. On peut généraliser ça ensuite en demandant non pas 2 entiers, mais 3 entiers dont la somme doit faire 0, ou 4, ou 5, etc. C'est donc un problème purement mathématique. Mais on va le voir apparaître assez régulièrement en cryptanalyse, sous différentes formes, et avec mes co-auteurs, nous avons introduit de nouveaux algorithmes quantiques pour le résoudre. Deuxièmement, sur la cryptanalyse de construction structurée, qui sont en quelque sorte des primitives construites à partir d'autres primitives. Là, avec mes co-auteurs, on a introduit un nouvel algorithme de cryptanalyse quantique, l'algorithme de Simon-Orling, qui a permis d'obtenir des attaques assez intéressantes sur certaines de ces constructions. Troisièmement, la cryptanalyse de primitives précises. Je travaillais ici avec mes collègues sur les cryptosystèmes Spook, Gimli, et étudié la sécurité du standard AES, qui s'en sort pour le moment de manière tout à fait honorable. Enfin, dans le dernier chapitre de cette thèse, je présente la spécification de Saturnin, un mécanisme de chiffrement à bas coût qui vise une sécurité maximale contre un attaquant quantique. La conclusion est plutôt positive. Vous savez, dans le monde symétrique, il y a déjà de nombreuses contraintes qui pèsent sur nos outils de chiffrement, par exemple des contraintes matérielles. Et bien qu'il soit encore nécessaire d'améliorer nos connaissances en termes de cryptanalyse, la sécurité post-quantique ne devrait pas interférer avec ces contraintes existantes.